Climatique Canada. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices de cet événement. Vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je veux juste tester mon son. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Il y a toujours un petit peu de bruit ambiant. C'est pas... Je sais pas On, si vous m'entendez là. on t'entend, ça saccade un petit peu, mais on t'entend. OK. Je vais peut-être rapprocher mon micro comme ça. C'est comme tu l'as dit, Gaïa, effectivement, c'est une COP quand même assez difficile en matière de logistique. Peut-être une petite mise à jour. La convention a enregistré 55 000 participants pour la COP 26. Et l'espace, en fait, devrait, d'après l'équipe de sécurité, seulement accueillir 10 000 personnes. Alors, je ne sais pas qui a pris cette décision, mais pour moi, il y a quand même un écart entre 10 000 et 55 000. Et donc, ça fait que c'est un peu le bordel tous les jours. Donc, faut passer au travers. Mais, mais, mais essentiellement, en fait, je pense que ça reflète, c'est quand même un point fondamental, l'importance de l'équité. On a vu, en fait, depuis le début de la COP, euh, à quel point l'équité est vraiment au cœur de tout ce qui se passe dans cette COP et dans la COP elle-même. C'est une COP difficile dont le contexte politique à l'extérieur de la COP est beaucoup plus prépondérant, en fait, que ce qui se passe dans les négociations elles-mêmes. C'est une COP où les, les pays, tous les pays ont été profondément affectés par la COVID-19 et ça se reflète aussi dans la présentation des demandes autour de ce qu'on souhaite atteindre ici à la COP26. Évidemment, pour les pays les plus vulnérables, les impacts de la COVID-19 et des changements climatiques, tous ensemble, ont vraiment exacerbé en fait les questions d'inéquité à l'échelle mondiale. Ce qui fait que si on veut parler de climat, de finances climatiques seulement en termes de chiffres, mais ça ne fonctionne pas. Il faut comprendre en fait le contexte politique pour voir pourquoi ce sujet-là est tellement au cœur des négociations ici. Pourquoi la finance climatique est toujours un enjeu politique et pourquoi même dans cette COP26, la finance climatique est au cœur de tout. Si on veut quitter Glasgow avec un engagement ferme qui nous permet de croire en fait à Glasgow comme un sommet qui représente un succès, ça va nécessairement passer par la compréhension de la solidarité internationale, la compréhension de responsabilité en matière de changement climatique, la compréhension de l'équité pour l'accélération des réponses climatiques à l'échelle mondiale. La finance climatique, elle englobe plusieurs choses. Elle englobe en général chaque dollar, chaque investissement en fait qu'on fait pour euh, l'atténuation ou l'adaptation au changement climatique. Mais elle reflète aussi une réalité, c'est que de plus en plus, l'action climatique, l'inaction climatique, elle a un coût. Il faut peut-être se rappeler en fait des coûts associés aux grands événements catastrophiques à l'échelle mondiale, seulement en Allemagne, par exemple, en réponse aux pertes et dommages causés par les inondations cet été. L'Allemagne a dû investir 30 milliards de dollars, seulement un seul pays, là, 30 milliards de dollars en réponse aux pertes et dommages causés par le changement climatique. Alors, le changement climatique, ça a un coût et l'inaction est beaucoup plus coûteuse. Répondre au changement climatique, avoir du financement pour atténuer, pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, euh, représente en fait un coût, une opportunité d'investissement, effectivement, mais s'adapter au changement climatique représente un coût, une opportunité de résilience et financer en fait les pertes et les dommages causés par les changements climatiques a un coût et on le réalise pas. Si vous me demandez est-ce que le Canada, en fait, actuellement, est capable de financer ces pertes et ces dommages, ben, je peux vous dire que non. Puis, rapport après rapport, on nous indique, en fait, que le Canada n'est pas prêt pour les impacts des changements climatiques à une température de 1,2, 1,3, 1,4, même 1,5 et même 2 degrés Celsius. Pourquoi je parle de ce contexte? Parce que
Autour des négociations climatiques, il y a la question des 100 milliards. 100 milliards que les pays riches ont promis en 2009 à Copenhague. Ce n'était pas une entente entre les pays vulnérables et les pays riches. C'était une entente des pays riches tout seuls. Une entente qu'ils ont fait à un moment où ils ne voulaient pas s'engager, en fait, à mettre de l'avant des, des, des engagements climatiques beaucoup plus ambitieux. Et ils ont donc promis qu'ils allaient octroyer 100 milliards de dollars par année pour l'atténuation et l'adaptation auprès des pays vulnérables. Je vous ai parlé du contexte, en fait. Du contexte de l'Allemagne qui doit financer ses pertes et ses dommages à une hauteur de 30 milliards de dollars. Depuis 2009, les impacts des changements climatiques se font ressentir de façon disproportionnée dans les pays en développement, dans les pays, dans les économies émergentes, que ce soit dans le continent africain, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, en fait, a dit que le coût de l'adaptation seulement pendant cette décennie pourrait atteindre des niveaux supérieurs à 130 milliards de dollars et jusqu'à 300 et même 500 milliards de dollars si rien n'est fait pour s'adapter au changement climatique pendant toute la décennie. Seulement pour l'adaptation. On n'est même pas en train de parler de l'atténuation au changement climatique. L'Agence internationale de l'énergie a publié un rapport, en fait, sur l'alignement. Comment est-ce qu'on peut aligner, en fait, les plans énergétiques à l'échelle mondiale avec un objectif de limitation de la température à 1,5 degrés Celsius. Ils ont mis de l'avant quelques recommandations. Ils ont dit, oui, c'est possible, c'est nécessaire, ça nous protège, mais pour cela, il faut débloquer 4 000 milliards de dollars annuellement pour la transition énergétique, dont la plupart de ce financement devant être distribués aux pays les plus vulnérables au changement climatique qui doivent faire la transition énergétique rapidement. Là, je vous ai donné deux chiffres qui dépassent toutes les deux les 100 milliards. C'est important de comprendre le contexte parce qu'on va vous parler dans le média du financement climatique seulement lié aux 100 milliards, comme si c'était l'enjeu qu'il faut qui est au cœur, en fait, des négociations collectives. En réalité, les 100 milliards, en fait, la raison pour laquelle on parle encore de ce chiffre, c'est parce que c'est devenu un symbole de confiance. En fait, moi, je le vois autrement. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais parfois, disons que moi, ça m'est déjà arrivé d'être en relation avec quelqu'un, puis la relation se termine, mais comme c'était un peu toxique, et puis 2 ans plus tard, je reviens avec cette personne. C'est la même relation de la COP26 et de la COP avec les 100 milliards. Tout le monde sait que les 100 milliards, c'est un enjeu toxique. Tout le monde sait que les 100 milliards, c'est inadéquat. Et pourtant, c'est l'enjeu qui détermine les négociations et qui va déterminer les négociations climatiques à Glasgow cette année. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu de responsabilisation. C'est un enjeu de confiance. Et c'est un enjeu qui rappelle, en fait, pourquoi des pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme le Japon, font des promesses et ne livrent pas la marchandise. Alors, c'est quoi le contexte des 100 milliards? En 2015, lorsque les pays de l'accord de Paris ont décidé de signer et ratifier l'accord de Paris, dans la décision qui accompagnait cet accord, les États ont dit on va augmenter les 100 milliards, on va arriver en fait aux 100 milliards en 2020. Et entre 2020 et 2025, on va mobiliser 100 milliards de dollars annuellement pour le financement climatique. Bon. Ils ont fait des estimations, ils ont fait des projections. Dans les projections, en fait, à l'intérieur des 100 milliards,
ce qu'ils ont réellement dit, c'est un tiers de 100 milliards devait être des contributions publiques. Donc, le gouvernement du Canada donne de l'aide publique au développement ou de l'aide au développement qui est peut-être pas considérée aide publique au développement, mais aide pour le climat. Euh, et ça, c'est un tiers de 100 milliards. Donc, des pays comme le Canada, 23 pays, ce qu'on appelle les pays donateurs. Moi, je pense que le mot donateur est un mot un tant soit peu colonialiste. Je pense que la finance climatique est une question de partenariat. Donc, j'appelle beaucoup plus ça les contributeurs au financement climatique. Donc, ces 23 pays contributeurs ont, se sont engagés, en fait, de financer, donner 37 milliards de dollars d'argent public. Il y avait un autre tiers qui venait des banques multilatérales et un tiers, la projection, c'était que ça allait être du financement du secteur privé qui était canalisé par chaque dollar investi par l'argent public. Et ça, de ça, on parle, c'est à peu près autour de 33,2 milliards de dollars. Donc, il y avait une dépendance, une projection basée sur une dépendance de la mobilisation du secteur privé pour atteindre les 100 milliards. Le temps passe et on arrive donc à 2020, puis on se rend compte qu'on n'atteindra pas les 100 milliards. On ne l'atteindra pas parce que la mobilisation du secteur privé n'a jamais eu lieu. Et donc, en ce moment-là, le Royaume-Uni, à quelques mois du début de la COP26, dit c'est pas possible. On ne peut pas arriver à la COP26 sans avoir une idée, en fait, sur comment ces 100 milliards-là, on pourrait l'atteindre. Et puis, il a demandé aux pays de doubler leur financement. Et dans ce cas-là, il y a le Canada. Le Canada, après une grande mobilisation de la société civile, a doublé son financement climatique de 2,65 milliards sur 5 ans, ce qui est absolument pas beaucoup, à 5,3 milliards de dollars sur 5 ans. Et ici, on vient d'annoncer que 40 de ce financement allait être alloué pour l'adaptation au changement climatique. Et donc, mais le Royaume-Uni avait demandé à tout le monde de le faire. Donc, certains pays ont annoncé le rehaussement de leur contribution. Les États-Unis, évidemment, qui est le plus grand euh, euh, contributeur à la finance climatique, a doublé 2 fois. 2 fois, puis peut-être qu'à un autre moment, je peux vous en parler pourquoi c'est pas suffisant, mais ils ont dû doubler 2 fois tellement ils étaient en arrière. Puis après, il y en a d'autres aussi qui ont doublé leur financement. Mais même rendu là, euh, après des projections faites par l'Organisme de coopération et développement économique, les 100 milliards, la projection des 100 milliards, on allait juste l'atteindre en 2023. Seulement en 2023, avec 3 ans de retard. Et donc, les pays riches se sont concertés quelques mois avant la COP26 et ils ont présenté un nouveau plan pour que ces 100 milliards-là puissent être atteints autour de 2024 avec une projection d'une augmentation du financement du secteur privé qui dépasserait les 100 milliards. On dit à peu près 117 milliards de dollars en 2024 pour compenser un peu l'argent qui n'a pas été octroyé en 2020 et en 2020. Alors, voilà où nous en sommes aujourd'hui avec ces 100 milliards. C'est un chiffre qui représente un engagement inadéquat pour, pour répondre aux défis climatiques, mais c'est un chiffre auquel on est profondément attaché parce que ça nous rappelle la responsabilisation des changements climatiques et l'importance d'avoir de ressources financières. Qu'est-ce qui pourrait se passer à la COP26? Bon, mais il va falloir que les États s'entendent sur une façon de bâtir une confiance, un esprit de coopération qui commencerait par essayer, en fait, de faire en sorte que les pays ferment l'écart de 100 milliards potentiellement en 2022. Et en même temps, qu'on ne parle pas juste de la quantité, mais qu'on parle aussi de la qualité. La qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire
augmenter l'adaptation au changement climatique. Parce qu'encore aujourd'hui, des 100 milliards de dollars, seulement 20 est alloué à l'adaptation au changement climatique. Ensuite, on parle des 100 milliards, on parle de répondre à l'urgence climatique, mais très souvent, des pays comme le Canada, plutôt que de faire des dons pour aider les pays à se remettre en place, à financer des projets d'atténuation, d'adaptation au changement climatique, ils font des prêts. Ils prêtent l'argent. Et donc, avec ces prêts-là, ben, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des intérêts. Ça veut dire que les gens qui ont le moins contribué au changement climatique doivent payer avec intérêt l'argent pour financer, en fait, la crise climatique dont ils ne sont même pas responsables. Donc, c'est pour ça que l'enjeu des 100 milliards est une question de justice. Elle nous rappelle l'historique des changements climatiques. Elle nous rappelle l'effort inadéquat effectué pour que l'on puisse répondre aux impacts des changements climatiques. Et elle nous rappelle également qu'il y a tellement de travail à faire, notamment de la part des pays vulnérables, pour rappeler en fait les responsabilités historiques et l'importance de lier l'objectif de limitation de la température de 1,5 degrés Celsius à un déblocage des fonds qui dépasse complètement les 100 milliards, qui doit nous mener vers les billions de dollars, qui doit nous mener vers une reconnaissance que les 100 milliards est un reflet d'un système mondial qui demeure encore inadéquat pour répondre à la crise climatique. Ici, à Glasgow, le 100 milliards, c'est juste la clé de la porte. Après ça, il va falloir parler des pertes et dommages et comment on les finance. Après ça, il va falloir parler de le prix de l'adaptation au changement climatique. Et il y a un débat ici à Glasgow, je termine avec ça, sur le prochain grand but pour le financement climatique en 2025. C'est le grand objectif de financement après 2025. Et là-dessus, je pense qu'une chose est quand même assez claire. On va éviter de faire l'erreur qui a été commise en 2019, et c'est d'accepter, sans avoir discuté, sans avoir émis des conditions, un chiffre abrupt, inadéquat, qui ne reflète pas les besoins et les aspirations des communautés et peuples dans le Sud. Et c'est autour de cette discussion-là qu'on va pouvoir revenir aux erreurs commises par le passé en matière de gouvernance, de distribution, mais aussi sur comment on peut faire en sorte que la gouvernance des changements de la finance climatique se fasse pour prioriser les besoins des gens un peu partout sur la planète. Merci. Merci Eddy pour la clarté de tes propos et les échanges. Eddy ne peut pas rester avec nous jusqu'à la fin, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, je vous donnerai la parole ou les poser dans le chat. Je ne vois pas de main qui se lève. Bon, très bien. Alors, tout de suite, on va donner la parole à Alexandre qui va faire suite aux propos d'Eddy, puisque nous allons revenir sur ces enjeux de justice climatique qui finalement sont au cœur de la mobilisation de cette finance climatique. Alexandre, je vous laisse la parole. Super, merci Gaïa, merci tout le monde pour l'organisation. Merci beaucoup Eddy pour ton excellente présentation. Tu as vraiment touché au cœur de la question. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, donc assez brièvement, parce que justement, j'aimerais nous laisser un peu de temps de discussion à la fin. Donc, essayer de répondre en, disons, 15 minutes à deux questions. Donc, qu'est-ce que la justice climatique et quelle est sa connexion avec la finance climatique? Alors, cette question-là est vraiment centrale, comme Eddy a très bien dit, à Glasgow. Et là, justement, je veux pousser un peu cette réflexion au sujet de la justice climatique.
quand on parle de justice climatique, on parle à la base de deux questions. D'abord, pourquoi les changements climatiques posent un problème de justice? Et je ne veux pas parler de ça parce qu'on voit beaucoup ça ailleurs. Là, je vais me concentrer surtout sur la deuxième partie de l'enjeu, comment distribuer les efforts pour combattre les changements climatiques. Et la distribution de ces efforts, bien, une bonne partie de la réponse est liée notamment à la question de la finance climatique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux connecter justice climatique et finance climatique. Juste pour vous donner une définition, c'est quoi la justice climatique, disons, juste pour qu'on ait une définition. Après ça, vous pouvez me poser des questions justement sur cette définition un peu plus large si vous voulez. Mais plus largement, la justice climatique, elle réfère à la distribution équitable des risques, des droits et des devoirs climatiques entre les populations, ainsi qu'à l'inclusion significative des personnes pertinentes dans le développement et implantation des politiques climatiques. Alors, vous voyez, il y a comme la question de la distribution et aussi cette question de l'inclusion. Là, comme j'avais dit, je vais me restreindre aujourd'hui à plutôt cette question de la distribution de l'effort pour combattre les changements climatiques. La question de la justice climatique, elle date pas d'hier. Au contraire, même, on pourrait peut-être la tracer en partie à ce principe de 1992 de la Convention 4 des Nations unies sur le climat, qui était le principe des responsabilités communes, mais différenciées. Alors, au tout début même de la Convention 4 des Nations unies pour le climat, il y avait déjà ce souci pour la justice climatique. On va parler de responsabilités communes, mais différenciées. Ce principe a été interprété de différentes manières à travers le temps. Et je vais justement vous parler de ça. Juste pour vous dire, à peu près à la même époque, en 92, on parlait aussi du défi du développement. C'était la fameuse idée qu'on ne pouvait pas simultanément réaliser l'objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et réduire la pauvreté dans le monde en même temps. On ne pouvait pas réaliser ces deux objectifs conjointement. C'était ce qu'on disait à l'époque, on appelait ça le défi du développement. Et cette affirmation-là qu'on ne peut pas réaliser ces deux objectifs en même temps a tenu quand même longtemps dans le discours politique international et a donné lieu à cette question, est-ce que les pays en développement devraient avoir le droit de polluer pour se développer économiquement? Pour vous dire, je pense que plusieurs d'entre vous le savent, c'était un peu l'idée derrière le protocole du Kyoto. Alors, le protocole a rejoint cette idée des responsabilités communes mais différenciées, il a interprété ce principe à Kyoto et cette idée du défi du développement. Et c'est ce que, justement, on avait fait. On avait dit à Kyoto, des responsabilités de réduction de gaz à effet de serre pour les pays développés, mais pas pour les pays en développement. Alors, c'est juste les pays développés qui avaient des cibles contraignantes dans le cadre du protocole de Kyoto. Alors, c'était ça, exempter les pays en développement de cibles climatiques. C'était l'approche à l'époque. Cette approche est désuète parce qu'elle ne tient pas la route aujourd'hui de par les émissions vraiment croissante des nations émergentes. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus avoir cette approche-là de par le fait que les pays en développement ont vraiment beaucoup augmenté leurs émissions. Alors, on ne peut plus. Alors, là, quand on parle de responsabilité commune, tout le monde a des responsabilités de réduire leur gaz à effet de serre. Et je reviens à ça dans un instant, mais juste pour vous dire, pour vous donner une idée, les pays en développement qui représentent 80% de la population mondiale, en 2004, représentait 41% des émissions mondiales et 10 ans plus tard, en 2015, c'était 63% des émissions mondiales. Alors, les émissions ont vraiment beaucoup augmenté de ces pays-là. C'est sûr que ça, c'était en chiffre absolu, mais beaucoup de ces pays-là ont aussi des chiffres, des émissions par habitant assez importantes. En fait, la Chine, la moyenne entre la Chine et l'Europe en termes d'émissions par habitant est à peu près la même chose. Le Brésil et l'Indonésie ont des émissions par habitant aussi grandes que les pays européens, sinon plus. Donc, juste pour vous dire, évidemment, ce n'est pas tous les pays, mais plusieurs, quand je parle des grands émetteurs des pays en développement, des nouvelles nations industrialisées, ils ont quand même des émissions aussi per capita considérables. Par exemple, si on va voir du côté de l'Inde, là, c'est vraiment beaucoup moins élevé. Alors, comment on fait justement pour essayer d'avoir une distribution juste dans ce contexte-là?
qu'est-ce qu'on va dire aux pays maintenant qui veulent se développer, mais qui ne peuvent pas se développer de cette manière très abordable que sont les énergies fossiles? Et qu'est-ce qu'on va dire justement à ces pays qui vont subir les impacts, mais qui n'ont pas contribué vraiment au problème? Et là, qu'on dit justement ne pas contribuer vraiment au problème, on commence à voir, OK, ce n'est pas juste les émissions aujourd'hui, c'est un peu tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Et là, justement, j'arrive au principe de justice climatique. Alors, justement, donc, il y a la question de l'atténuation, de la réduction des gaz à effet de serre et à la question de l'adaptation, comme Eddie l'a bien souligné. Et là, j'arrive justement à des questions de comment avoir une réponse juste à ce problème si complexe. C'est là où je défends la thèse que la finance climatique et une bonne partie de l'action climatique doit être lié à cette question de la justice climatique. Alors, donc, je défends cette idée que la finance climatique et la politique climatique doivent être modelées à partir de principes de justice climatique. C'est quoi les principes de justice climatique? Il y en a plusieurs. Deux sont vraiment, vraiment centraux et, en fait, pour les besoins de la cause, sont peut-être suffisants pour comprendre bien l'enjeu. C'est le principe de la responsabilité historique et le principe de capacité. Alors, le principe de responsabilité historique qui parle un peu des torts causés dans le passé et qui nous dit que les responsabilités doivent être distribuées selon la connexion historique des agents au problème. Et il y a donc responsabilité historique, premier principe. Deuxième principe, principe de capacité, qui nous dit que les responsabilités doivent être distribuées selon la capacité des agents à répondre aux problèmes. Donc, voilà. Juste pour vous dire un autre mot. Regardez à quel point, justement, cette question de justice est derrière toutes nos émissions de gaz à effet de serre. Le principe de responsabilité historique, sa justification morale est basée sur deux notions. Donc, les torts causés dans le passé, c'est-à-dire que ceux qui ont pollué dans le passé sont responsables pour les torts occasionnés aujourd'hui et dans le futur. Donc, le passé est moralement pertinent. Donc, les pollueurs ont des devoirs de réparer les torts causés. D'accord? Et l'autre idée qui justifie ce principe de responsabilité historique, c'est que les pays développés ont nié des opportunités aux pays en développement, notamment l'idée que, en fait, les pollueurs du passé ont empêché ou empêchent, donc ont nié aux pays en développement la possibilité de se développer économiquement à travers les énergies fossiles. Donc, dans les deux cas, il y a ce devoir de compensation des pays. Donc, ce devoir de compensation-là doit avoir lieu à quelque part. Donc, il y a ce devoir de justice climatique aujourd'hui qui doit être mis en place, qui doit être implémenté d'une certaine manière politiquement. Et le principe de capacité qui nous dit au fait que donc, les pays ayant la plus grande capacité de résoudre le problème ou qui peuvent le faire au moindre coût ont un devoir moral de le faire. Donc, voilà. Alors, ces deux principes-là, comment est-ce qu'on peut les implanter politiquement? Une des manières de les implanter, c'est à travers la question de la finance climatique. Et là, justement, donc, j'arrive un peu à connecter justice climatique et finance climatique. Juste pour vous dire rapidement dans la question de la finance climatique, pour connecter ces deux questions, on pourrait juste distinguer trois questions. On pourrait dire, donc, quelle partie de la finance climatique est liée à la justice climatique? Première question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui devrait compter dans les 100 milliards et quelle est la juste part que les pays développés doivent payer dans ce 100 milliards-là? Alors, donc, essayer de connecter de manière très, très pratique tout ce problème de la justice climatique. Et comme a si bien dit, la finance climatique, en fait, c'est beaucoup plus large que la justice climatique et que le 100 milliards. En fait, la finance climatique, donc, c'est toute cette finance qui vise la réduction des émissions de GES, l'augmentation des prix de carbone, la diminution de la vulnérabilité des populations et ainsi de suite. Donc, toute la finance qui sert à ça. Mais toute la finance climatique n'est pas juste liée à la justice climatique. C'est quoi la partie de la finance climatique qui est liée à la justice climatique? Bien, en fait, comment on a... Donc, si on voit toute l'historique, notamment à partir de Copenhague, donc notamment à partir de 2009, quelle partie donc revient à la justice climatique de toute la finance climatique? Bien, en fait, c'est ces 100 milliards-là. Alors, au minimum,
ces 100 milliards-là devraient être un instrument de la justice climatique. Alors, c'est ce que demandent les pays en développement depuis justement 2009, en fait, même depuis avant, mais au moins depuis 2009, on s'est entendu sur ce chiffre de 100 milliards-là. Donc, l'affaire, c'est que ceux qui ont négocié cet engagement de 100 milliards se sont pas entendus sur la méthode de le comptabiliser. Il y a jamais eu vraiment un accord clair sur comment le comptabiliser. Mais chose certaine, c'est en tout cas moi en tant qu'analyste de cette question-là et aussi je ne suis pas le seul, en fait, beaucoup de gens l'entendent comme cela. Cet engagement de 100 milliards-là a toujours été vu comme un instrument de la justice climatique. En fait, c'était l'esprit dans lequel cet engagement-là a été mis de l'avant. C'est ce que demandent les pays de développement et en fait, c'est ce que nous montre la justice climatique. C'est-à-dire que ça nous montre, en fait, tous les principes que je vous ai parlé et ce que je vous ai dit sur la justice climatique nous dit qu'il y a ce devoir des pays développés de, en fait, répondre pour tous les torts qu'ils ont causés et de répondre à cette capacité maintenant qu'ils ont à faire face à ce problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'attitude des pays développés, jusqu'à maintenant, ne dit pas clairement et ne nous donne pas vraiment une indication qu'ils comprennent c'est quoi leur devoir de justice et qu'ils comprennent que ce 100 milliards-là est un instrument de justice. Et comme Eddie l'a dit très bien, ce 100 milliards, ce n'est pas juste un instrument de justice, mais c'est aussi un signal de bonne foi pour dire au minimum. Alors, il devrait être un instrument de justice, mais c'est aussi un signal de bonne foi que ces pays-là comprennent leurs responsabilités dans la lutte climatique. Donc, c'est pour ça un peu que au moins ce 100 milliards-là doit être vu comme un instrument de justice climatique. Ensuite, qu'est-ce qui devrait compter pour ces 100 milliards-là? Et ça, c'est vraiment un gros problème. Aujourd'hui, ces fonds-là proviennent de finances bilatérales, finances multilatérales, des crédits d'exportation, des fonds privés. L'OCDE a dit que on arrive à peu près à 80 milliards de mobilisés en 2019, donc on n'a pas encore atteint le 100 milliards, c'était 78 milliards en 2018. Il y a une baisse de prévu même pour 2020, on n'a pas encore les chiffres, mais il y a une baisse de prévu on est presque arrivé, non, je ne pense pas qu'on a encore les chiffres, mais il y a une baisse de prévu en 2020, mais je n'ai pas encore les chiffres clairs. Juste pour vous dire, il y a une bonne partie de ces chiffres-là, donc de ce 80 milliards qu'on dit qu'on a déjà mobilisé, que là, il y a eu plusieurs personnes, dont moi, qui ont dit « Oh, attends, ces chiffres-là sont enflés. Ces chiffres-là ne représentent pas un vrai 80 milliards de mobilisés. » Et pourquoi? En fait, justement, parce qu'il y a un désaccord. En fait, il y a toutes sortes de choses qui ont été comptabilisées là-dedans, dont par exemple le Japon qui a inclut toute son aide au développement, que ce soit plus ou moins lié au changement climatique, ce n'est pas grave, on va compter dans ce 100 milliards-là. En fait, comme Eddie a dit, tous les prêts, il y a beaucoup de prêts en fait, qui sont comptés là-dedans, donc des prêts avec des intérêts qui sont comptés là-dedans. Et en fait, donc, ça dénature l'esprit de la justice climatique et ça dénature l'objectif même. Et là, c'est extrêmement dommage qu'on soit arrivé aujourd'hui en 2021 et qu'on est encore en train de ne pas comprendre comment on devrait comptabiliser. Alors, j'espère justement qu'à Glasgow, une des choses qu'on va faire, c'est de trouver une manière de bien comptabiliser ça pour que ce 100 milliards-là remplisse ce minimum, que ce 100 milliards remplisse minimalement un objectif de justice climatique et cet argent-là soit disponible non pas sous forme de prêt, mais sous forme de devoir de justice rempli à ces pays en développement-là. Alors, évidemment, il y a plusieurs. Alors, Oxfam a dit que c'est à peu près le quart, donc il y a peut-être 22,5, non, c'est à peu près le tiers dans ce qu'ils avaient dit que de l'argent qui est mobilisé à date qui devrait compter. Selon mes calculs, on était un peu plus proche du 40 %, donc entre 33 et 40 % de l'argent qui est mobilisé à date qui devrait compter et qui compte en fait comme un devoir de justice climatique. Alors vous dites, non seulement on n'a pas arrivé à avoir le 100 milliards, mais dans tout ce qui est comptabilisé à date, en fait, il y a 33 à 40 % seulement qui devrait compter. Donc voilà, et voilà où est-ce qu'on en est. Et juste pour dernière question, comme j'avais dit, qui est-ce qui devrait payer? Donc, qui ne paye pas assez en ce moment? Et pour vous dire, en fait,
lorsqu'on comprend cet objectif-là comme un objectif de justice climatique, au fait, il y a pas mal juste la Norvège qui paye sa juste part. Aucun autre pays au monde en ce moment remplit son devoir de justice climatique. Comment est-ce qu'on devrait calculer cette part de 100 milliards-là? Bien là, justement, il y a différentes manières. Évidemment, à mes yeux, on devrait calculer directement par rapport à la question de la justice climatique. Donc, on devrait directement calculer notre responsabilité historique. On a déjà les chiffres qui nous disent combien les pays ont émis dans le passé, qu'on commence à compter en 1850 ou 1990. On sait combien les pays ont émis historiquement depuis ce temps-là. Donc, voilà. Donc, on pourrait avoir un calcul. Moi, j'ai fait déjà mes propres calculs. J'ai déjà publié des articles qui nous disent comment on devrait le calculer. Mais bon, il y a d'autres manières aussi de faire. Mais ceci dit, on devrait calculer directement ce 100 milliards-là sur la base des principes de justice climatique. Et là, on pourrait, au fait, résoudre cette tension-là et les pays développés pourraient, au fait, résoudre ce nœud vraiment important des tensions dans l'action climatique depuis, justement, les 30 dernières années. Alors, je pense qu'au moins, ça fait depuis 2009, donc ça fait 12 ans qu'on parle au moins de ce 100 milliards-là, 100 milliards de dollars-là. Alors, justement, pas juste pour conclure, ce 100 milliards-là doit être compris comme un outil de justice climatique. C'est le minimum et les pays doivent se mettre d'accord. Et j'espère qu'à Glasgow, là, on va trouver une manière. Donc, on va se mettre d'accord sur qu'est-ce qui devrait compter pour ce 100 milliards de dollars-là et comment on devrait le distribuer. Il y a des manières de le faire et j'espère que là, on va réussir à le faire cette fois-ci à Glasgow. J'espère fort. C'est vraiment un des points les plus importants. Et voilà, alors j'ai fini ma présentation et je serai très content de prendre vos questions, qu'on en discute un petit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce propos. Puis c'était très clair, très structuré. Je pense qu'on a vraiment saisi cet enjeu de justice climatique, finalement, qui est au cœur de tout ce qui a trait aux discussions autour à la fois de ce 100 milliards, mais aussi après ce 100 milliards, parce qu'il va bien falloir discuter de l'après 2025. Nous avons une question de Lise. Je t'ai promue panéliste. Lise, si tu veux ouvrir ta vidéo, parfait. Matin. Bonjour. Juste pour dire, Gaïa, est-ce qu'on va voir tout le monde dans la salle ou on ne voit pas les gens dans la salle? Normalement, tu vois la personne qui pose la question. Là, je lui ai donné les droits d'accès en tant que panéliste. Et quand elle va parler, quand elle va parler, tu vas la voir s'afficher. D'accord. Ah oui, je vois. Bonjour, Lise. Bonjour Alexandre, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai trouvé que cette aide de 100 milliards depuis ce matin était beaucoup abordée. En revanche, il y a d'autres moyens de financer la lutte contre le changement climatique, notamment les subventions payées par les États aux entreprises polluantes qui polluent particulièrement dans les pays en voie de développement qui n'ont pas un droit de protection de l'environnement solide. Alors, ces entreprises polluent particulièrement dans le secteur des énergies fossiles et dans le secteur minier. J'ai des exemples en tête au niveau du Moyen-Orient et de l'Afrique. Est-ce que cette arme aussi, pourquoi ce n'est pas assez discuté présentement, pourquoi ce n'est pas abordé? Parce que changer ces subventions, je ne sais plus le montant, mais c'est plusieurs milliards de dollars. Et nos États, y compris au Canada, finançons la destruction de la nature et le changement climatique. Qu'est-ce qui pourrait être fait de ce côté-là à la COP26? C'est une excellente… Là, on est justement un peu à la marge de la question de la finance climatique, mais aussi elle est très importante parce que si on inclut les questions des subventions, c'est vraiment une question extrêmement importante. Et je suis vraiment d'accord avec vous que, en fait, pour résoudre le problème, on doit arrêter de l'alimenter. Et on est en ce moment en train d'alimenter avec toutes ces subventions, que ce soit les subventions à la maison ou que ce soit ces subventions là ailleurs, on est en train de subventionner massivement à chaque année ceux qui sont à la base responsables pour le problème. On parle même de justement compenser au Québec, on parle même de compenser des compagnies qui avaient justement des permis d'extraction et on parle aussi au Canada de compenser les compagnies pétrolières qui là vont pas pouvoir continuer leurs activités. Alors on parle beaucoup de justement, on subventionne et là on veut compenser ceux qui ont causé les problèmes pour commencer.
juste pour répondre directement à votre question, j'espère en tout cas que la question de la destruction de la nature va être vraiment centrale aussi à Glasgow parce que je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont, même Boris Johnson, on a vu au Royaume-Uni, a parlé qu'on doit, on doit parler notamment par exemple au Brésil, au Congo, en Indonésie. On doit parler clairement de la question de la protection de la nature. Alors, j'espère que ça va être aussi un enjeu central à Glasgow. On a vu justement ce qui se passait au Brésil avec toute la destruction de la nature. Comment est-ce que les pays vont réussir à avoir un mécanisme pour mettre de la pression pour que ces pays-là ne cessent la destruction de la nature? Mais vous avez très bien raison de l'indiquer que pour commencer, on devrait nous-mêmes arrêter de subventionner les compagnies, nos compagnies qui sont ailleurs et qui sont en train de causer ces problèmes-là. Alors, ce que vous faites, ce que vous dites, c'est genre vraiment important qu'on mette ça à l'agenda et pour qu'on comprenne que ces pays doivent prendre en main leurs responsabilités. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être fait vraiment à Glasgow. Je sais que c'est un point à l'agenda, mais je ne sais pas exactement ce qui va être fait maintenant pour résoudre ce problème. Mais je suis vraiment d'accord avec vous que c'est une question de responsabilité. Je voulais rebondir par rapport aussi à la déclaration du G20 en juillet dernier, si je m'abuse. Il y a eu une déclaration comme quoi les pays allaient se pencher sur la nature et considérer, et notamment le prochain accord pour la biodiversité qui sera négocié à la deuxième partie de la COP 15 en janvier, va aborder cette notion des subventions. Je m'étonne juste que ceci n'apparaisse pas plus au niveau du climat parce que les deux sont liés. La perte de la biodiversité aussi contribue à un accroissement des émissions carbone. Et l'autre question que j'avais, c'est plus une question, ça inclut la finance publique et la finance privée. Pourquoi on n'est pas sur la table les debt swaps, c'est-à-dire un changement de la dette, notamment la dette due à la réponse au Covid? Pourquoi en échange de ces dettes, on ne demande pas des engagements en termes de protection de la nature et de limitation des émissions carbone? Il y a eu un appel qui a été fait vis-à-vis de la Chine, qui notamment possède beaucoup de ces dettes avec les pays en voie de développement, où il a été préconisé qu'en échange de taux d'intérêt, de remboursement financier, les pays récipiendaires s'engagent à préserver la nature. Donc, on ne sait pas ce que la Chine va faire, mais est-ce qu'au Canada, est-ce que dans les pays du G20, on pourrait aussi mettre ça en place afin justement de casser ces intérêts qui de toute façon vont être élevés? Parce qu'avec le changement climatique, la cote des pays ils vont être cotés comme étant plus risqués, donc les taux d'intérêt vont s'accroître. Donc, on ne peut pas... Comment lutter contre ça, à part démanteler ce système de notation? Et est-ce qu'on pourrait justement changer les paradigmes de la dette pour que justement, en échange de remboursement pécunier, on ait des engagements des pays pour préserver la nature, sachant que ces engagements nous bénéficieraient aussi, nous, pays du Nord, parce que moi, par exemple, quand le couvert forestier au Brésil est détruit, ça nous impacte aussi. Quand la Chine produit de la pollution, cette pollution vient aussi chez nous. Est-ce qu'il y a des discussions pour que les pays coopèrent afin de résoudre ces problèmes? Bon, merci beaucoup, Lee. Je pense qu'il y a certaines questions là qui dépassent un peu mon cadre de compétences. Juste pour vous dire, je suis tout à fait d'accord que, en fait, toutes ces questions de dette, là, donc on peut parler justement, il y a toute une question de la justice climatique globale qui touche la justice globale au sens plus large. Donc, je suis d'accord avec vous sur ce point-là, mais je pense que techniquement, toutes ces réponses dépassent un petit peu mon cadre de compétences. Mais j'espère, comme vous, par contre, qu'on va avoir une sensibilité et qu'on va comprendre justement que ce qu'on demande en termes d'intérêt
à ces pays en développement-là. Alors, ce qu'on essaie de faire justement à remplir notre devoir de justice d'un côté, on est en train de le miner d'un autre côté. Alors, je suis d'accord avec vous et j'espère aussi qu'on va avoir une meilleure sensibilité dans le calcul, dans tout ce qu'on attribue comme prêt et dans tout ce qu'on calcule comme intérêt. Alors, je trouve que c'est vraiment une question très, très importante, mais je ne vais pas m'aventurer plus loin que ça. La question est quand même assez large. Merci beaucoup. On a une question dans la boîte Q&A de Caroline Brouillette. Elle demande, le Canada a dit qu'il est en faveur d'un prix carbone minimal mondial sur le carbone. Est-ce que selon vous, cette idée s'inscrit dans les principes de l'accord de Paris et de la justice climatique? Son inquiétude est que non. Ah ben super question. Hey Caroline, bonjour Caroline. Merci beaucoup pour ta question. Attendez, ouais, il y a ces deux choses. Salut. Ces deux choses. Je suis d'accord avec. En fait, un prix minimal sur le carbone, c'est quelque chose avec laquelle je serais d'accord, notamment, donc, juste pour dire globalement, je serais d'accord avec l'idée d'un prix minimal sur le carbone, au sens où j'aimerais qu'on évite le problème de ce qu'on appelle le carbon leakage et en fait, donc, finir par avoir, comme on avait des paradis fiscaux, qu'on finisse à avoir des paradis émissions et que justement, on puisse avoir certains pays qui finalement vont avoir très peu de régulation et qui ne vont jamais avoir aucune imposition, aucune imposition pour justement pour réduire les émissions. Alors, il y a une partie d'un prix mondial sur le carbone qui pourrait être utile au sens où on pourrait éviter ces problèmes de carbon leakage. Ceci dit, de un, je ne crois pas qu'on devrait lier ça avec un marché mondial sur le carbone. Alors, être d'accord avec un prix minimum sur le carbone n'implique pas être d'accord pour un marché mondial sur le carbone. Et là, je crois que justement, l'implantation d'un marché mondial sur le carbone serait probablement une mauvaise idée, sachant tous les loopholes qui existent dans les marchés du carbone. Je trouve qu'on devrait avoir ça dans des juridictions un peu plus petites, au moins plus petites, mais sont quand même gigantesques. Mais justement, si on y va un peu par région, comme on fait en ce moment en Amérique du Nord, en Europe, on risque d'avoir un peu plus de chances de succès. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette deuxième partie-là, donc un peu comme vous, mais certainement, je ne suis pas d'accord pour dire que ça s'inscrit dans la justice climatique. Alors, je suis vraiment d'accord avec vous. Je ne crois pas que qu'on soit là en train d'aider la justice climatique. Un prix minimum sur le carbone va faire en sorte que ça va être plus coûteux de polluer pour tous les pays où cette mesure-là est en place, incluant justement, c'est plus coûteux. Alors, l'idée que ce soit plus coûteux pour polluer, c'est peut-être une bonne chose. Et c'est peut-être aujourd'hui presque nécessaire qu'on ait ça dans le plus de juridictions dans le monde aujourd'hui pour donner l'incitatif négatif à ce que les gens arrêtent de polluer. Ceci dit, ça va faire en sorte que certains pays vont devoir payer s'ils mettaient ce prix-là en place et ils n'ont pas les moyens de le faire aujourd'hui. Alors, on est peut-être en train de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais on n'est pas du tout en train d'aider la justice climatique pour ces pays-là. Et justement, je crois qu'il faut vraiment prendre au sérieux nos devoirs de justice climatique à la base pour qu'on n'arrive pas justement à des solutions qui vont mettre encore plus de poids dans des pays qui sont en fait les plus vulnérables et qui ont le moins de moyens de faire face aux problèmes. Alors, c'est pour ça qu'il y a peut-être bénéfices à avoir un prix mondial sur le carbone, mais il faut faire attention qu'on risque de créer une injustice avec ça en même temps. Alors c'est pour ça que c'est plutôt dans les détails. Donc, justement, ouais, surtout pour des pays qui sont aujourd'hui qui n'ont vraiment pas les pays. Alors, si on parlait de la Chine ou on parle de l'Inde, un prix minimal sur le carbone, ce n'est pas justement comme des pays les plus vulnérables, les plus démunis. Encore, donc, on parle de grandes puissances industrielles quand même avec l'Inde et la Chine, mais si on va parler justement à certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'ont aucune responsabilité pour les émissions passées et n'ont vraiment pas la capacité de faire face à ce problème-là de cette manière-là. Donc, éviter le carbon leakage et les paradis carbone est une bonne idée.
mais il ne faut pas créer une injustice en même temps. Ceci dit, bien justement, avec comment, et c'est pour ça que là, ça va être dans les détails de comment chaque juridiction utilise les revenus qui sont générés par une tarification du carbone. Alors, ce n'est pas impossible que certains pays réussissent à le faire. Alors, même les revenus de la tarification du carbone, à mes yeux, devraient être aussi un véhicule et un instrument. Alors, c'est aussi des choses sur lesquelles j'ai publié dans le passé, mais je suis d'accord que là où on met un prix sur le carbone, on devrait utiliser les revenus en ayant en tête la justice climatique. Alors, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment, vraiment, vraiment importante. Alors, on devrait utiliser ces revenus comme des leviers à la fois pour la transition énergétique et à la fois pour la justice climatique. Et c'est tout à fait possible d'utiliser les revenus de la tarification du carbone, que ce soit au Canada, que ce soit n'importe où, en ayant ces deux objectifs-là en tête. J'espère que ça répond à la question. C'est vraiment une bonne question, en tout cas. Merci beaucoup, Alexandre, pour toujours la clarté des propos et cette réponse. Est-ce que nous avons d'autres questions de la part de la salle? Je ne vois pas d'autres questions. Si vous voulez, pour poursuivre les échanges cet après-midi, de 16h à 17h30, nous aurons un panel justement Finance-Climat, quel rôle pour le Québec et le Canada à l'international. Denis Côté, qui est parmi nous aujourd'hui dans la salle, sera l'animateur de ce panel. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets le lien dans le chat. Je suis certaine que les conversations feront suite à ce que nous avons dit ici ce matin. Je vous remercie à tous et à toutes. Alexandre, merci beaucoup d'avoir relevé le défi du petit déjeuner de la vulgarisation à 8 heures. Ça me fait plaisir. J'espère que tu es vulgarisé. Et je suis d'accord avec, là, j'ai vu dans le chat la dernière remarque de Caroline. Je pense qu'elle a très bien résumé. Merci beaucoup, Caroline. Ça me fait plaisir. J'espère que c'était assez bien vulgarisé. C'était parfait. Merci beaucoup d'avoir participé au dialogue. Puis j'espère qu'on se recroisera durant ces 2 semaines d'échange. Je vous souhaite à tous et toutes une belle journée et je vous dis à très vite.